vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo. Les morses relèvent ce fameux soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfant se brise. Horreur, mystère, un vent glacial, fait trembler jusqu'en Antarctique. Légende urbaine, creepypasta, c'est l'heure du récit fantastique. La première fois que j'ai visité l'autre monde, j'avais 11 ans. À un moment donné, j'étais en train de faire un rêve paisible dont je me souviens à peine. Et l'instant d'après, je me suis réveillé en sursaut dans mon lit, haletant. Je resserrai ma couverture autour de moi, en regardant autour de moi avec inquiétude. Quelque chose n'allait pas. La sensation d'être mal est la première chose que je me rappelle avoir ressentie. Les raisons pour lesquelles je me sentais ainsi sont devenues plus claires lorsque j'ai pris le temps de regarder autour de moi. Ma chambre était beaucoup trop sombre et lugubre. Ma lampe à lave avait disparu. Les posters sur mes murs avaient disparu aussi. Ma bibliothèque encombrée était remplie de livres inconnus et désordonnés. La moitié des objets sur ma table de nuit avaient disparu. Pinceaux, jouets, œuvres d'art sur lesquelles je travaillais. Les seules choses qui restaient étaient mon petit miroir et mon lecteur de cassettes. Mon cœur se serra plus fort, tandis que je me penchais en avant pour regarder à travers la fenêtre de la chambre. Les détails extérieurs étaient également faux, me disais-je, même si, en cherchant avec mes yeux, il m'était difficile de déterminer exactement pourquoi. Tout était tellement vide et immobile. J'avais l'impression de regarder une photographie plutôt que de regarder à travers une fenêtre. Il n'y avait pas de vent, pas de mouvement, et tout était complètement et parfaitement silencieux. En temps normal, on entendait de temps en temps le passage d'une voiture, le chant des grillons, les craquements de la maison. Des sons doux et subtils dont on n'avait guère conscience. Plus maintenant. J'ai attendu 1 minute, puis 2. Je n'ai pratiquement rien entendu, à part le faible gémissement de ce qui aurait pu être un vent lointain. Le reste de ma maison me semblait tout aussi étranger. La porte de la chambre de mon oncle et de ma tante était à moitié ouverte. Leurs lits étaient tous deux vides. Leur chambre me paraissait aussi étrangère que la mienne. J'avais l'impression d'être un intrus dans la maison de quelqu'un d'autre. Je pouvais à peine m'empêcher de frissonner, tandis que je descendais les escaliers en criant leur nom. La seule réponse était ce hurlement oscillant, extrêmement faible, presque inaudible du vent. Il possédait une qualité humaine troublante. Je me suis mis à pleurer, en courant dehors, sans m'en rendre compte. Une fine couche de brouillard recouvrait les rues, dérivant langoureusement autour de moi, sans jamais franchir la porte de ma maison. Les lampadaires projetaient sur la rue une lumière jaune terne et trouble. Le ciel était d'une obscurité béante et abyssale, sans aucune étoile. La rue semblait à la fois trop grande et trop petite. Toutes les voitures que je voyais habituellement garées dans le quartier avaient disparu. Il faisait plus froid dehors, trop froid. Je ne me souvenais pas qu'il ait jamais fait aussi froid, jamais, même pendant les mois d'hiver. Je me suis avancé en traînant les pieds sur le trottoir. Je n'étais pas sûr de l'endroit où j'allais. J'avais vaguement l'idée de trouver quelqu'un qui m'aiderait à m'échapper de cet endroit horrible. Rien autour de moi ne semblait réel. J'ai traversé la rue dans toute sa longueur, puis je suis revenu sur mes pas, m'arrêtant 1 ou 2 fois pour regarder autour de moi avec incrédulité, tout en essayant de donner un sens à mon environnement et de comprendre les différences subtiles et étranges entre le monde réel et ce qui se passait. Les maisons qui me semblaient familières à la lumière du jour me semblaient désormais menaçantes, comme si les fenêtres sombres cachaient quelque chose de sinistre et de tordu à l'intérieur. De plus en plus souvent, je me retrouvais à imaginer des êtres humanoïdes aussi perturbés et mal formés que mon environnement, se cachant à l'intérieur pendant qu'ils m'observaient en silence. Bientôt, la panique a pris le dessus. J'ai crié, hurlé, jusqu'à ce que ma gorge me démange. Il n'y a jamais eu de réponse. Une fois ma gorge enrouée et ma voix faible et rauque, je me suis précipité vers ma maison et je suis retourné dans ma chambre. Je me souviens m'être dit, à maintes reprises, que ce devait être un rêve. J'ai donc essayé de me réveiller, comme on le fait habituellement quand on pense être coincé dans un mauvais rêve. Je me pinçais et me giflais, je courais en rond et m'aspergeais le visage d'eau à plusieurs reprises.
J'aurais essayé de sauter dans les escaliers, mais je n'ai pas eu le courage de le faire. Ce monde me semblait bien trop réaliste pour un exploit aussi audacieux et téméraire. Une fois que tout le reste a échoué, je me suis recroquevillé sous mes couvertures, le seul réconfort que je pouvais trouver, et que je restais allongé là pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Chaque minute s'est transformée en un cauchemar éveillé prolongé. Je ne sais pas combien de temps cela a duré, des heures probablement, et ce furent quelques-unes des pires heures de ma vie. Mais l'expérience n'a pas duré éternellement comme je commençais à le penser. Un temps inconnu plus tard, je me suis réveillé. 7 ans se sont écoulés depuis ma première visite. Ce furent des années où je vivais une vie normale, le jour, et passais du temps une nuit sur 2, seul, dans un monde solitaire et étrange que j'apprendrai plus tard être appelé l'autre monde par les habitants dispersés qui partageaient ma capacité à s'y projeter psychiquement. Pendant cette période, j'ai appris à survivre dans l'autre monde. J'ai même fini par le considérer comme une seconde maison. La plupart du temps, l'autre monde apparaît comme un immense espace liminal sans fin. Un reflet sombre et effrayant du monde réel, mais aussi étrangement paisible. Parfois, il peut même être étrangement beau. Il semble la plupart du temps complètement dépourvu de toute forme de vie. Ce n'est pourtant pas le cas, et il est important de ne pas l'oublier. 6 ans après la première manifestation de mes pouvoirs, je n'avais plus aucun contrôle sur mes visites dans l'autre monde pendant mon sommeil. Mais à ce moment-là, ce n'était plus le paysage cauchemardesque, effrayant et inconnu que j'avais imaginé au début. J'ai trouvé des moyens de surmonter la peur et la solitude, rassuré par la certitude que mes visites ne dureraient jamais plus de quelques heures. J'ai dit que l'autre monde était un reflet vide et liminal du monde de la surface. Mais ce n'est pas toute la vérité. Ici et là, se trouvent des endroits cachés que l'on ne trouve pas dans le monde réel. C'est de cela que je suis venu parler ici. Pas seulement de l'autre monde, mais des nombreux secrets sombres qu'il recèle. Au fil des semaines et des mois qui ont suivi, j'ai eu de moins en moins peur de l'autre monde, et je m'en suis de plus en plus ennuyé. Je n'avais jamais besoin d'y passer moins de quelques heures avant de pouvoir me réveiller et retourner à ma vie normale. C'était l'une des règles tacites de cet endroit. Pour tromper l'ennui, je lisais chacun des nouveaux livres dans ma chambre, du moins ceux qui étaient lisibles, et je me promenais sans relâche le long des murs de ma maison. Au bout d'un moment, je commençais à m'aventurer prudemment, plus profondément dans le monde mystérieux et étranger qui m'entourait. À chaque exploration, ma curiosité devenait plus forte. J'ai appris que l'autre monde peut être à la fois beau et horrible. La première histoire que je souhaite partager avec vous vous fera découvrir les deux côtés de l'autre monde, le bon et le mauvais. Il y a 3 ans, lors d'une de mes explorations routinières de l'autre monde, j'ai découvert quelque chose d'intriguant. J'avais marché dans les rues pendant plus d'1 heure. Je pouvais réellement mesurer le temps, car j'avais appris que les montres, contrairement au téléphone, fonctionnent dans l'autre monde, même si elles sont parfois bloquées dans un fuseau horaire différent. Au milieu de mes errances, je suis tombé sur une partie de la ville sombre et silencieuse qui était recouverte de ce qui, au premier abord, me semblait être un tissu blanc, très fin et en lambeaux. J'ai commencé à suivre d'innombrables fils de soie, douces comme une plume qui semblait s'étendre à l'infini dans les rues de la ville. Ils tombaient en cascade sur les murs et les toits des bâtiments et pendaient en fils veloutés au-dessus des routes. Les motifs de la toile semblaient devenir plus complexes à mesure que je les examinais de plus près, ce qui me donnait une sensation de désorientation et un peu de vertige si je les regardais trop longtemps. L'ensemble ressemblait à une œuvre d'art abstraite. Cela ressemblait à une sorte d'œuvre d'art d'illusion d'optique, mais comme si vous la regardiez en tripant. J'imaginais un artiste troublé et obsédé, passant toute sa vie à travailler pour la perfectionner et l'élargir. Le filet de soie s'épaississait autour de moi, recouvrant des parties de maisons et de jardins, et formant des flèches circulaires et des arcades qui s'élevaient à plusieurs mètres de hauteur dans les airs au-dessus de moi. Plus j'avançais, plus les motifs de la toile devenaient plus complexes et détaillés. En même temps, la surface devenait de plus en plus collante, au point qu'elle s'étirait vers l'extérieur sur 1 ou 2 pieds, lorsque j'essayais de retirer ma main. J'avais l'impression que ma main était collée au tissu. Ce qui était encore plus étrange, c'est que seule une partie de la soie était collante de cette façon. D'autres parties ne collaient pratiquement pas à ma peau. Les parties non collantes étaient presque imperceptiblement différentes en couleur et en texture de celles qui étaient plus collantes.
Quelques minutes après le début de mon voyage, à travers la mer de glace blanche suspendue, j'ai aperçu des mouvements sporadiques sur une partie de la toile. Je les ai suivis jusqu'à un filet en forme de hamac, suspendu un peu plus loin à ma droite. J'ai compris ce que c'était quand je me suis rapproché. L'autre monde n'est pas complètement vide, comme je l'ai dit plus tôt. J'ai partagé ce monde avec diverses créatures, humaines ou non. Vous en rencontrerez inévitablement certaines si vous restez assez longtemps ici. Pris dans le patchwork pâle de soie, se trouvait une créature avec laquelle je m'étais familiarisé au cours des 2 dernières années. C'était en quelque sorte ce que je considérais comme faisant partie de l'écosystème natif de l'autre monde. Cette créature insectoïde se déplaçait à une vitesse surnaturelle, restant presque toujours dans la périphérie de mon champ de vision. Donc, je n'étais jamais sûr qu'il était vraiment là. Il ressemblait à un insecte géant et translucide. Il m'avait toujours fait peur, mais j'avais le sentiment qu'il avait plus peur de moi que moi de lui. Nous ne nous sommes jamais beaucoup embêtés, et j'étais d'accord avec lui s'il restait hors de mon chemin. Je n'ai vraiment pas aimé voir quelqu'un coincé, si impuissant, même si cela m'a aidé à comprendre la réalité de la situation dans laquelle je m'étais mis. Je marchais à travers une immense toile d'araignée. Une toile qui devait s'étendre sur des kilomètres de la ville, et pourtant, je ne l'avais jamais vue auparavant au cours de toutes mes années d'exploration de l'autre monde. Puis, quelque chose de plus important m'est venu à l'esprit. Quel genre d'araignée vit dans une toile aussi grande? Je frissonnais et resserrais mon manteau de laine contre moi. Je m'approchai de la créature avec hésitation, et ce faisant, elle sursauta violemment en essayant de soulever ses pattes de la surface de la toile. Les mouvements qu'elle fit, alors que je me rapprochais de lui, doublèrent d'intensité, et ils envoyèrent une petite ondulation à travers la toile. Une vague silencieuse et déferlante comme une rafale de vent. La créature semblait terrifiée, mais faible, sa lutte s'éteignant si rapidement et brusquement qu'elle s'était intensifiée. Puis, dans la périphérie de mon champ de vision, j'ai vu quelque chose d'autre bouger. La forme blanche se fondait presque complètement dans la surface de la toile. Il était encore plus difficile de la distinguer à cause de l'obscurité et de la distance qui la séparait de l'endroit où je me trouvais. La forme était multi-articulée, large et souple, presque impossible à comprendre. Une araignée normale possède 8 pattes. Celle-ci en avait beaucoup plus. Certaines étaient courtes, tandis que d'autres s'étendaient plus loin dans la toile qui les entourait. Certains appendices ondulaient lentement dans l'air, comme des pinces, dérivant paresseusement d'un côté à l'autre. Je me suis figé en levant les yeux vers elle. L'araignée était immobile comme une pierre, si immobile que j'ai presque cru que sa forme, la seule chose que je pouvais distinguer clairement, avait été imaginée par mon cerveau, à partir de la complexité de la toile. J'ai attendu un autre signe de mouvement pendant 1 minute, et je n'ai rien remarqué. J'ai rassemblé mon courage pour tourner le dos à cette vue, tandis que je m'approchais de l'insecte pour l'observer de plus près. C'est à ce moment-là que j'ai entendu le premier miaulement. Il venait d'un endroit plus éloigné, là où la toile était la plus épaisse. Le son était paniqué et aigu. J'ai jeté un autre coup d'œil à l'insecte qui était retombé mou, une tache grise sur les nuances plus pâles de la toile. Je me sentais coupable de l'avoir laissé ainsi, mais le son d'un autre miaulement détourna rapidement mon attention. Je reviendrai plus tard, me dis-je, après être allé enquêter sur la source du miaulement. Je me déplaçais avant même de m'être rendu compte de ce que je faisais, marchant le long des grandes et douces sphères de lumière blanche projetées par les lampadaires. Les maisons cédaient la place d'un côté à un parc plat et herbeux, où je pouvais voir plusieurs autres monticules entièrement enveloppés de soie, qui pendaient la plus grande partie de la toile. Ils se balançaient légèrement en dessous, avec les innombrables brins de cordes qui les soutenaient. En regardant de plus près, j'ai vu la soie monter dans les arbres, drapant les nombreuses branches comme des guirlandes de Noël. Je me suis approché d'un ou deux de ces cocons, tout en continuant à chercher l'origine du bruit. Les deux étaient tous deux confortablement blottis dans un tube rouge délavé qui faisait partie d'un équipement de jeu au centre d'un champ vitreux. Ils étaient bourrés et bombés comme des sacs poubelles trop remplis. L'un d'eux bougeait légèrement, la surface se déplaçant tandis que quelque chose se tortillait à l'intérieur. Les deux autres étaient complètement immobiles. En regardant de plus près, j'ai aperçu ce qu'il y avait à l'intérieur de celui qui bougeait, et j'ai immédiatement regretté d'avoir regardé. Il ressemblait à une sorte de jeune cerf.
C'est la chose la plus proche à laquelle je pouvais le comparer. Sa peau était blanche comme un albinos et sans poils. Il était paralysé, affamé et émacié. Ses yeux me fixaient avec pitié, plein de douleur et de souffrance. Je me suis rapidement détourné et j'ai continué à avancer. Peu de temps après, j'ai réussi à localiser la source du bruit que j'avais entendu. Ce que je pensais être un chat à poil court d'1 an était empêtré dans la toile d'araignée. Je ne suis pas très doué en matière de race, mais je peux dire qu'il était blanc, avec de grandes pattes et des yeux encore plus grands, dépareillés, et une queue très touffue. Le chat semblait avoir sauté sur la toile pour tenter de grimper ou peut-être de sauter par-dessus. Il était maintenant coincé, suspendu à un angle latéral gênant, alors qu'il se tortillait impuissant. Il tourna la tête pour miauler dans ma direction, alors que je m'approchais. La tâche qui consistait à l'aider était ardue. Bien sûr, je devais essayer. Heureusement, la créature n'était pas trop loin du sol, et je pensais pouvoir probablement l'atteindre en grimpant sur une branche d'un des arbres voisins qui pendait directement au-dessus d'elle. Ce ne fut pas facile de libérer le chat. Il m'a fallu plusieurs tentatives pour déchirer la plus fine partie de la corde qui le retenait comme des fils. J'ai commencé par l'une de ses pattes avant, et le chat a immédiatement commencé à paniquer, provoquant de multiples petits tremblements définitifs à travers la surface de la toile. « J'essaie de t'aider », murmurai-je rapidement. Je frottais l'arrière de sa tête avec un doigt. « S'il te plaît, reste tranquille, d'accord ?» J'ai regardé le chat dans les yeux, et je suis presque sûr que j'ai dû parvenir à une certaine entente avec lui, car le chat s'est un peu calmé et m'a laissé sortir sa deuxième patte avant des enchevêtrements de toile filandreuse. J'ai remarqué que le chat avait vraiment de grandes pattes, de grands yeux et une grande queue, comme s'ils étaient d'une taille digne des dessins animés. C'était quelque chose de plus qu'un chat domestique ordinaire, j'imagine. Je ne pouvais pas savoir à ce moment-là à quel point j'avais raison. À chaque fois que je levais les yeux vers l'endroit où j'étais presque sûr que l'araignée se trouvait, je pensais la voir dans une position légèrement différente sur la toile. Mais je n'étais jamais sûr si elle bougeait vraiment ou si je devenais paranoïaque. Alors que je me concentrais alternativement sur le chat et sur le reste de la toile, j'ai dû ralentir mes mouvements pour ne pas emmêler davantage mon compagnon félin et annuler tous les progrès que j'avais réalisés. À chaque minute qui passait, j'étais de plus en plus convaincu que l'araignée allait me poursuivre. Cela ne m'aidait pas de devoir accepter que je n'avais plus aucune idée de l'endroit où elle se trouvait réellement. Mes mains tremblaient de plus en plus, et mon regard parcourait sans cesse la toile, à la recherche d'un signe de mouvement. Je me suis retrouvé à me concentrer davantage sur l'idée que l'arachnide allait m'attraper, et pas assez sur la libération du chat. Finalement, je me suis laissé aller à l'insouciance, et j'ai fait exactement ce que j'essayais de ne pas faire. Dans un moment d'impatience frustrée, je me suis attaqué à un nœud particulièrement tenace collé au chat. Mes mouvements ont provoqué une grande ondulation qui s'est dispersée dans le brouillard dans plusieurs directions. Quelques instants plus tard, j'ai aperçu quelque chose qui se déplaçait dans le brouillard, silencieusement, en se balançant paresseusement. J'ai entendu un miaulement grinçant venant d'à côté de moi. L'araignée s'approchait lentement et délibérément. Alors qu'elle tournait son gros corps pour se diriger vers moi, j'ai aperçu ce qu'elle avait dans la bouche, suggérant ce qu'elle était en train de faire lorsque j'ai attiré son attention. Sa bouche, dégoulinée de sang noir et de viscères, se déplaçant d'avant en arrière de manière rythmée. Je pensais pouvoir entendre les craquements et les crépitements qu'elle faisait en avalant son dernier repas. L'araignée était en train de consommer quelque chose enveloppé dans un gros morceau de soie, utilisant d'innombrables membres pour déchirer la soie et tout ce qu'elle contenait, et soulever divers morceaux vers la masse sombre de sa bouche, la soie toujours enroulée autour d'eux. Je sautai doucement de l'arbre et pris un bâton qui se trouvait à côté. Je le jetai aussi fort que je le pus, dans les profondeurs obscures de la brume devant moi. L'araignée a réagi comme je l'espérais, changeant brusquement de trajectoire et filant sans bruit dans la direction opposée, disparaissant dans le brouillard. Je suis rapidement remonté dans l'arbre pour retourner travailler à aider le chat. J'étais sur le point de libérer le chat quand l'araignée est revenue, une masse blanche détalant vers le centre de la toile. Elle tenait un énorme paquet enveloppé de soie, suspendu à ses mâchoires. En 1 minute, j'avais fini de libérer le chat, mais alors que j'essayais de descendre de l'arbre, je devins un peu trop impatient, perturbé et distrait par la vue du retour de l'araignée. Je perdis momentanément l'équilibre, m'empêchant à peine de tomber en avant, directement dans une section du sol, recouverte de toile. Je hurlai de surprise,
Le bruit était inconfortablement fort, dans la nuit par ailleurs silencieuse. Je me rendis compte en baissant les yeux, une de mes jambes s'était complètement coincée dans une section isolée de la toile. Je libérai ma jambe d'un coup sec et douloureux, rempli d'adrénaline, laissant ma chaussure à moitié pendue dans la toile. Je faillis tomber de l'arbre, atterrissant en tas emmêlé et étendu sur ses racines. J'entendis mon nouveau compagnon hurler, tandis que je me démenais pour me relever. Heureusement, il semblait que le chat allait bien. Je pouvais le voir me regarder à une petite distance, plus loin sur la route. Je me tournai vers l'araignée. Je compris très vite à quel point j'étais en difficulté. La créature rampait sur les toits des maisons et sur les façades des magasins. Elle était assez grande pour utiliser ses longues pattes pour combler les espaces entre les bâtiments. Bien qu'elle soit encore assez éloignée, la créature se rapprochait de moi à une vitesse effrayante. Je me suis lancé dans un sprint effréné dans la rue pour revenir sur le chemin par lequel j'étais venu. Le chat s'arrêtait de temps en temps pour regarder derrière lui avec de grands yeux brillants, comme pour m'inciter à le rattraper. Courir ne suffirait pas à me sauver. Le seul regard que j'ai jeté en arrière m'a donné une idée du temps que je pourrais rester devant mon poursuivant. Le chat a bondi et m'a mordu les doigts, attirant mon attention. Puis, il a bondi jusqu'à l'avant d'une maison voisine, avec un petit jardin en pente. Quand j'ai compris ce qu'il voulait de moi, je me suis senti idiot de ne pas y avoir pensé plus tôt. J'ai rattrapé le félin, et j'ai couru vers la porte en quelques pas, trébuchant presque sur moi-même dans le processus. Heureusement pour moi, la plupart des maisons ne sont pas fermées à clé dans l'autre monde. En théorie, je pouvais entrer dans n'importe quelle maison que je voulais. Je préférais ne pas le faire, car cela me semblait être une atteinte assez importante à la vie privée. Mais j'avais essayé plusieurs fois, par curiosité. Je me suis précipité à l'intérieur, et j'ai claqué la porte, haletant. Je me trouvais dans un couloir sombre décoré de papier peint à motifs, un peu démodé. 2 portes voisines se faisaient face, chacune ouverte pour révéler des pièces colorées, aux rideaux décorés de jouets, de tiroirs et de lits recouverts de couvertures ornées de vaisseaux spatiaux et de planètes. Je m'arrêtai pour verrouiller la porte d'entrée, puis je courus vers la fenêtre la plus proche pour observer l'obscurité. Comme je ne voyais pas l'araignée, j'ai vérifié notre fenêtre, puis une autre. Chercherait-elle un moyen d'entrer dans la maison ? Je me suis demandé. Vu sa taille, je ne pouvais pas imaginer qu'elle pourrait y entrer, même si elle parvenait à briser la porte. Je ne pouvais pas voir l'araignée. Cependant, les horreurs n'étaient pas encore terminées. La capacité de me projeter astralement n'est pas le seul pouvoir que je possède lorsque je suis dans l'autre monde. J'ai développé des capacités encore plus inquiétantes pendant mon séjour ici. Par exemple, je sais comment pénétrer dans l'esprit des créatures, et parfois même des habitants plus humains de l'autre monde. C'est comme si je pouvais envahir psychiquement leurs pensées, même si parfois ce sont eux qui envahissent les miennes. Comme la projection astrale, ce pouvoir était, et, loin d'être facile à contrôler. J'ai commencé à avoir l'impression que l'araignée était juste à côté de moi, une masse insectoïde frétillante qui fouillait les confins de mon esprit. Ici et là, une pensée ou un sentiment à moitié compréhensible se manifestait brièvement aux confins de ma conscience. Cela devint rapidement exaspérant. Ma conscience était partagée entre 2 personnes. L'une était moi, et l'autre était un être indescriptible, consumé par une faim profonde et primordiale et un sentiment de désir prédateur. Cette conscience envahissante me fait me souvenir d'avoir mangé et mâché férocement de la chair dure et des os cassants, d'avoir eu un goût si infect qui m'a donné des hauts le cœur incontrôlables, ainsi que des heures passées à traquer et à attraper des proies. J'ai trouvé un endroit pour me recroqueviller dans le coin d'une des chambres, près d'une fenêtre qui donnait sur le quartier couvert de toiles d'araignée. De temps à autre, j'entendais des mouvements et des gémissements sur le toit, ou des trémoussements et des crépitements sur les murs, qui m'indiquaient que l'araignée essayait toujours de me chercher. Dans mon esprit, la sensation de faim s'est aggravée, avec un sentiment croissant d'impatience et de frustration. Au moins, je parvenais à lui cacher ma propre présence. Elle savait que j'étais dans sa tête, mais elle ne savait pas où j'étais. Et son esprit était sans doute le plus vaste que je n'ai jamais perçu. Même si ce fait pouvait changer en quelques secondes, avec un seul bref moment d'inattention. La seule chose qui m'a fait passer ces quelques minutes d'angoisse mentale, c'était le chat. Un petit bout de fourrure douce et chaude est monté sur mes genoux et a donné des coups de patte sur mon visage pour attirer mon attention jusqu'à ce que j'ouvre les yeux et que je commence à le caresser et à le gratter alternativement derrière les oreilles. Nous survivrions à cette nuit ensemble,
d'une manière ou d'une autre. Je priais juste pour que nous puissions tous les deux sortir de là, en un seul morceau. M'extraire de l'esprit de l'araignée, c'était comme extraire le chat de sa toile. C'était lent et pénible, mais gérable. L'esprit de l'araignée était immense, mais manquait de rapidité et de grâce par rapport à son corps, et le chat m'a aidé à rester suffisamment calme pour me concentrer. Je me suis créé une chambre imaginaire, comme ma mère me l'avait appris, et je m'y suis enfermé, loin de l'esprit inquisiteur de l'araignée. Plus nous étions séparés, plus sa présence me semblait lointaine, et très vite, il m'est devenu difficile de sentir son esprit. Je n'ai plus entendu ni ressenti aucun signe de l'araignée après cela. Mais de temps en temps, je voyais les oreilles du chat se relever, et il émettait un faible sifflement, ce qui était suffisant pour me faire comprendre qu'il n'était pas prudent de sortir. J'avais peut-être réussi à protéger mon esprit de sa présence psychique envahissante, mais cela ne signifiait pas qu'elle était physiquement partie quelque part. Il n'y avait qu'une seule façon pour moi de m'en sortir vivant. Mourir dans l'autre monde ne me tuerait pas dans la vraie vie. Au contraire, j'avais déjà compris que cela pouvait conduire à quelque chose de pire que la mort. Une fois que je me suis suffisamment détendu, je me suis glissé sous le lit queen size de la chambre dans laquelle je m'étais faufilé. Je me suis traîné aussi loin que possible vers l'arrière et j'ai fermé les yeux. Je n'avais pas envie de dormir, mais je savais que je devais essayer. C'était le seul moyen de m'en sortir. Dormir, ou sombrer dans une transe méditative, est la façon dont vous entrez dans l'autre monde, et c'est aussi la façon dont vous le quittez. Je me disais que je finirais par m'endormir si je restais allongé là assez longtemps. Du moins, je devais l'espérer. Chaque petit bruit me faisait ouvrir les yeux et me brisait le cœur dans un rythme paniqué et palpitant. Je me sentais trop vulnérable et exposé pour me détendre. J'étais trop agité et je me suis retrouvé debout, après quelques minutes supplémentaires passées à me cacher. J'ai découvert le sous-sol par hasard, alors que je faisais les 100 pas dans la maison pour essayer de me défouler. Cela m'a semblé être un meilleur endroit où rester, car cela me mettait un peu plus de distance avec l'araignée. Alors j'ai migré là-bas, me recroquevillant contre une commode, les pieds remontés jusqu'aux genoux, protégé par une vieille couverture rugueuse que j'ai découverte à proximité. Le chat s'est rapproché et s'est blouté contre moi. J'ai senti sa fourrure contre mon visage, effleurant ma joue et mon nez, et j'ai entendu son ronronnement contre mon oreille. Je l'ai tiré près de moi, afin de pouvoir sentir les vibrations de sa respiration contre ma poitrine. Je ne peux pas dire combien de temps il m'a fallu pour m'endormir, mais j'y suis parvenu. De là, je suis retombé dans des rêves normaux qui ont rapidement disparu de ma mémoire, et finalement, je me suis réveillé, pour de vrai cette fois. De retour dans la sécurité de ma maison et de ma chambre habituelle, ma séance de projection astrale était terminée. La fois suivante, 3 nuits plus tard, lorsque je me suis réveillé à nouveau dans l'autre monde, j'ai regardé autour de moi dans l'espoir de voir le chat recroquevillé à côté de moi, là où il était quand je me suis endormi, au sous-sol. Lorsque j'ai réalisé que j'étais seul, j'ai eu envie de pleurer, et j'ai failli le faire. Mon ami félin de courte durée avait été formidable, mais il me rappelait aussi à quel point j'étais seul dans ce monde froid et mort. Je restais un moment assis sur mon lit, découragé. Finalement, je descendis les escaliers pour faire face à la douce et silencieuse lueur d'un soleil inexistant. Il faisait jour dans l'autre monde, même si le jour ressemblait à un coucher de soleil perpétuel. Il faisait toujours sombre. Le chat m'a pratiquement fait mourir de peur lorsqu'il s'est jeté sur moi 10 minutes plus tard, alors que j'ai déambulé sans enthousiasme sur le sentier devant ma maison. J'ai poussé un cri lorsque quelque chose a sauté dans mes bras, me faisant presque tomber. J'ai lutté pour le rattraper, mais il était trop rapide et agile, et il ne cessait de me glisser des mains. Puis, j'ai commencé à rire alors qu'il me léchait le visage, de coups de langue chauds et rugueux. Je sentais une fourrure douce contre mes mains, et une queue touffue me chatouillait les cheveux et les épaules. J'ai soigneusement éloigné le chat de mon visage, et j'ai regardé dans ses yeux dépareillés. « Tu m'as trouvé » dis-je étonné. Le chat cligna des yeux, et se lécha les babines, puis émit un miaulement long et persistant. Depuis ce jour, le chat est devenu mon ami fidèle, un ami qui me suivait, ou me faisait suivre, lors de mes voyages nocturnes dans l'autre monde. Pas tous, je l'avoue. Il lui arrivait parfois de disparaître lors d'autres aventures sans moi. Mais il y en avait assez. Pour la première fois de ma vie, dans ce monde solitaire et liminal, j'avais un ami. Il me rappelait que les choses n'étaient pas si terribles ici. Avoir quelqu'un à vos côtés, même s'il s'agit d'un mystérieux chat spirituel, est bien mieux que de parcourir seul des paysages extraterrestres, même lorsque vous vous êtes habitué à être seul aussi longtemps que moi. La compagnie silencieuse du chat donnait l'impression que l'autre monde était presque un endroit complètement différent. « Comment dois-je t'appeler »
demandai-je en regardant le chat d'un air pensif. Dans les jours qui suivirent ma dernière visite dans l'autre monde, une petite recherche sur Google me fut permis d'identifier la race du chat comme étant un Kaomani. C'était une assez bonne correspondance, à l'exception des pattes, des oreilles et des yeux inhabituellement grands. Et comme je le découvrirai plus tard, la tendance de mon chat à flotter dans les airs parfois. La créature me fixa sans ciller, sans proposer aucune suggestion. J'ai essayé plusieurs prénoms, Charlie, Ash, Nugget, Sage, Larry, Caspian, Windsor, Salon, aucun d'entre eux ne lui convenait. D'autres noms me sont venus à l'esprit. Je les ai tous écartés aussi rapidement que le premier. Un de mes amis avait autrefois un chat nommé Flocon de Neige, ce qui m'a donné des idées encore plus aléatoires et inhabituelles. Des bulles ? Demandai-je. Je me souviens avoir toujours voulu avoir un poisson nommé Bulle, quand j'étais plus jeune. Mais ma tante et mon oncle n'aimaient pas les animaux de compagnie. Le chat a fait un clin d'œil. Bulle. J'ai répété le mot plusieurs fois. Ce n'était pas vraiment un nom sensé pour un chat, mais je l'aimais quand même si honnêtement, je ne pouvais pas dire ce que le chat l'aimait. Eh bien, pourquoi pas ? ai-je dit. J'avais l'impression que ça lui convenait plutôt. Bulle a réagi en bondissant quelques pas devant moi et en jetant un regard derrière lui avec de grands yeux. L'application était claire. Cette nuit-là, nous sommes partis pour le premier d'une multitude de voyages dans des profondeurs de l'autre monde. Les heures suivantes, je les ai passées à suivre mon chat nouvellement nommé à travers différentes parties de l'autre monde, vers les endroits que Bulle jugeait dignes de mon attention. Chaque fois que j'étais fatigué, il miaulait et me donnait des coups de patte pour que je continue à le suivre. C'était l'une des choses que Bulle aimait faire avec moi, me montrer des choses ou des endroits et observer ma réaction. Une fois, quelques semaines après notre première rencontre, il m'a fait le suivre pendant plus d'1 heure pour qu'il puisse récupérer un petit bol de laine. Une fois que nous l'avons atteint, il l'a maladroitement pris dans sa bouche et l'a apporté vers moi. Puis, il m'a regardé fixement jusqu'à ce que je lui prenne avec un soupir. Bulle voulait que je joue avec lui. Il m'a même fait marcher pendant plus d'1 heure à travers nulle part, juste pour cette foutue pelote de laine. Je ne savais jamais s'il allait m'emmener voir quelque chose d'insignifiant et de stupide ou quelque chose d'étrange et de beau. Une autre fois, il m'a emmené dans un jardin rempli de presque toutes les sortes de roses et de fleurs que je pouvais imaginer, disposées de manière chaotique le long d'un long chemin menant à la maison encombrée et envahie par la végétation d'un collectionneur. Il s'est mis à courir à travers les fleurs, déchirant des morceaux du jardin et se recouvrant totalement de terre et de pétales de fleurs et d'herbes. Une autre fois, le chat m'a emmené en voyage avec lui dans une vieille maison couverte de mousse, avec des centaines de carillons éoliens et de breloques divers suspendus à des ficelles sur toutes les surfaces possibles. Il jouait une mélodie douce, légèrement triste, accompagnée de la douce brise qui me caressait le visage. Sur le porche et tout le jardin, il y avait autant de statues de fées miniatures et de nains de jardin. Au milieu de tout ça, se trouvait une fontaine à l'allure envahissante, couverte de mousse et de lys. Je pourrais jurer avoir vu les gnomes sortir de la périphérie de mon champ de vision. C'était l'un des endroits étranges dont j'étais sûr qu'il n'existait pas dans le monde réel, mais qui apparaissait plutôt au hasard dans l'autre monde, de la même manière que la toile d'araignée. J'ai essayé d'ouvrir la grande porte en chêne, et j'ai été déçu de constater qu'elle était verrouillée. C'était inhabituel, car comme je l'ai dit plus tôt, les portes des maisons de l'autre monde avaient tendance à être déverrouillées la plupart du temps. Au lieu de cela, j'ai essayé d'utiliser le grand heurtoir décoré pour frapper à la porte à plusieurs reprises, et j'ai attendu avec appréhension une réponse. J'ai cru entendre des murmures féminins, et peut-être un rire venant de l'autre côté, mais personne n'a jamais répondu à la porte, et le silence est vite revenu. De temps en temps, je partageais aussi avec Bulle des choses que j'avais trouvées, même si elles n'étaient généralement pas intéressantes, et pour être honnête, Bulle semblait rarement intéressé, à moins que je ne lui trouve quelque chose avec quoi jouer ou pour chasser. Après une longue nuit d'exploration, nous assions ensemble un moment pour contempler la ville désolée. Nous avions tous les deux nos positions préférées sur un grand chêne dans mon jardin. Bulle se perchait délicatement sur une fine branche horizontale et je m'asseyais, les genoux pliés contre ma poitrine, sur l'une des plus grosses branches de l'arbre, appuyée contre le tronc, juste au-dessus de la balançoire que j'avais construite quand j'étais plus jeune. À bien des égards, Bulle se comportait comme n'importe quel chat ordinaire. Il m'apportait des cadeaux, sous la forme de carcasses de petites créatures, notamment des poissons, des souris et des insectes. Certaines espèces m'étaient familières, d'autres, je n'en avais jamais vu auparavant. Au moins 2 d'entre elles avaient l'air assez terrifiantes. Il me faisait aussi des petites farces. Il arrivait souvent qu'il se glisse sur moi et me saute dessus, me morde ou me frappe violemment avec ses pattes avant de sauter de moi.
Il m'avait déjà fait mourir de peur plus d'une fois de cette façon. J'ai aussi remarqué des comportements peu félins chez Bull. Il hurlait et miaulait à la lune pendant des heures, imitant les bruits de ce qui ressemblait à des loups au loin. Parfois, il se joignait à lui. Je me suis alors demandé s'il existait d'autres créatures comme Bull. Il y avait des moments où Bull se comportait bien plus intelligemment que n'importe quel chat ne le devrait. Par exemple, il possédait une capacité étrange à me retrouver chaque fois que je me sentais misérable ou triste, et je pouvais jurer qu'il comprenait une grande partie de ce que je lui disais, lors de nos conversations à sens unique. Bull était un chat très spécial, c'était indéniable. Qui que ce soit, je l'aimais. Il était le compagnon idéal de mes voyages nocturnes solitaires. Les choses dans le paysage de rêve étaient très différentes avec le chat autour, même si je n'avais aucun moyen de savoir à quel point Bull allait changer ma vie au cours des années suivantes.